Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Gatémerie et je suis Anne Gersar, votre hôte. Après avoir passé plus de 6 ans à développer et lancer des business dans plus de 10 pays africains, j'ai vécu une longue traversée du désert qui m'a poussée à lancer ce podcast dans lequel j'explore la notion de la réussite avec des invités au parcours et horizons très divers. Parce qu'on met souvent en avant un modèle de réussite linéaire, je veux challenger cette notion pour que chacun puisse se l'approprier et se poser la question « Qu'est-ce que réussir ?» À quel moment je peux me dire que j'ai réussi ma vie? Qu'ils soient entrepreneurs, salariés, sportifs ou encore artistes, mes invités me partagent leur définition et leurs recettes de la réussite à travers 2 formats. Un lundi sur 2, je vous partage les récits de vie de Gatémerie, pendant lesquels j'entre dans l'univers de mon invité pour découvrir l'envers du décor de son parcours, notamment ses questionnements, ses doutes et ses prises de décision qui lui ont permis de redonner plus de sens à sa carrière. Et une fois de temps en temps, je n'ai pas encore trouvé le rythme pour l'instant, mais ça viendra avec le temps, je vais vous partager les tips de Gatémerie où des invités répondent à vos questions sur une thématique particulière pour vous partager des conseils actionnables immédiatement. Mon objectif dans ce podcast est de vous inspirer et de vous donner des outils concrets pour vous rapprocher de votre propre réussite. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de me donner un coup de main est de mettre une note sur Apple Podcast, mais surtout d'en parler autour de vous. Le bouche à oreille est le meilleur moyen de faire connaître ce podcast. Et comme vous êtes mes meilleurs ambassadeurs, je sais que je peux compter sur vous. Allez, c'est parti pour l'épisode de la semaine. Vous savez, dans ce podcast, on challenge les modèles de réussite et pour ce nouveau récit de vie de Gatémerie, je voulais vous partager un modèle de réussite qui n'est pas assez valorisé à mon sens, celui du parcours du combattant des immigrés en France. Étant moi-même fille d'immigrés, c'est un sujet qui me touche particulièrement. J'ai la joie d'accueillir Aubierge Perrin, aide-soignante depuis plus de 20 ans et maman de 2 enfants. La vie d'Aubierge commence de manière très insouciante. Elle naît en Haïti, dans une famille très aimante, quand bien même elle perd sa maman très jeune. Elle fait ses études et à 25 ans, elle décide de les arrêter pour s'envoler pour la France par amour. Et là, une nouvelle vie commence et des réalités qu'Aubierge n'attendait pas. Avec Aubierge, on a parlé de ses 8 années passées sur le sol français sans papier, de l'abandon de son mari après l'arrivée de ses 2 filles, de l'importance de créer du lien intergénérationnel, de sa vision de la réussite et de l'ambition pour elle-même, mais aussi pour ses filles, de pardon, et de plein d'autres sujets. J'ai adoré mon échange avec Aubierge et je remercie mon ami Isar d'avoir boosté sa maman à se confier à mon micro. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec Aubierge Perrin. Bonjour Aubierge. Bonjour Anger. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Je suis ravie vraiment de partager ce moment avec toi. Merci, bienvenue. Merci bien. Alors Aubierge, on a discuté avant à plusieurs reprises. Tu es née en Haïti. Oui. Et t'es venue en France quand t'avais 25 ans. 25 ans. Est-ce que tu peux me dire pourquoi t'as quitté Haïti pour venir en France à 25 ans? J'ai quitté Haïti pour venir en France parce que j'avais rencontré mon ex-mari en Haïti. Mm-hmm. Et puis, il vivait en France. Et lui, il a fait le nécessaire pour que je vienne le retrouver ici. Et t'as quitté quoi en Haïti? Parce que en Haïti, j'ai quitté ma famille. Bien sûr, maman était déjà décédée. J'ai quitté mon métier, mes études que j'avais repris parce que à un certain moment j'avais laissé pour aller travailler parce que maman était décédée, pour prendre soin, pour aider mes frères. Mm-hmm. Et après j'ai dit non, il faut que je continue mes études et puis en continuant mes études, j'ai travaillé et j'ai rencontré mon ex-mari. et du coup tes études, parle-moi un peu, tes études, tu faisais des études de quoi? Eh bien, j'étais aide-soignante depuis Haïti. Mm-hmm. Et puis, après, je disais, parce que pour être aide-soignante, il fallait avoir un niveau 4e ou 3e. Moi, j'avais ce niveau. Ouais. Je suis partie passer le concours, j'ai réussi. J'ai travaillé pendant 2 ans. Et après, je dis, ça suffisait pas, il faut que je continue mes études. Mm-hmm. J'ai fait mes études classiques jusqu'au bac. Mm-hmm. Et puis, c'est bloqué après. Pourquoi c'est bloqué? C'est bloqué parce que j'avais rencontré mon ex-mari. Et donc, en fait, du coup, t'as lâché tes études. Oui, pour venir le rejoindre. Oui. Donc, t'es venue par amour. Oui, par amour. Et quand tu quittes Haïti, pour être honnête, je suis jamais allée en Haïti, mais je suppose que c'est très différent de la France. Oui.
quand t'es arrivée à 25 ans, quelles ont été tes premières impressions de la France, tu vois? Enfin, du coup, t'étais à Paris ou? Oui. Et j'étais passée en Suisse, il est venu me chercher. Ouais. Et puis arrivé, mais c'est vraiment différent. Oui. Haïti, la France, c'est vraiment différent parce qu'il y a de la lumière partout, des belles voitures, tout ça. Ça impressionne, quoi. Ouais. C'était impressionnant. Mais après, on est vite tombé dans une solitude aussi, hein. Comment? Parce que, avec un mari qui travaillait, on restait à la maison toute la journée, toute seule, à regarder la télé, surtout les feux de l'amour, là. Regarder ça 24/24. Ouais. Et puis, quand on a des ambitions, on a quitté son pays avec des idées. Quand on nous montre à la télé, c'est beau. C'est ça. On pensait qu'on allait faire tout ça. Ouais. Mais c'est faux. Et parce que, arrivé ici, il y a une histoire, il faut avoir les papiers. C'est quoi les papiers déjà? Il faut que la préfecture vous donne. Soit ils disent non, soit ils vous donnent, mais c'était pas mon cas, j'en avais pas. Je suis restée à la maison. En plus, c'était en novembre. Hein. Ouais, il faisait froid. Il faisait froid. Il faisait trop froid. Bon. Et du coup, t'es resté combien de temps à la maison? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, faut que j'aille chercher du travail ou comment ça s'est passé? Oui, je pensais pouvoir travailler parce que je vois mes belles-sœurs qui sortent travailler. Moi, je suis là dans la maison. Je disais que je voulais travailler aussi. Et puis, un jour, on m'a dit que je peux travailler au McDo. Et puis, j'ai dit, c'est quoi le McDo? Quand on m'a expliqué, j'ai dit, mais ça, c'est pas... Tu vois, t'es pas qualifiée pour ça, quoi. Et puis, je suis restée à la maison, j'ai rien fait. Après quelques mois, je suis tombée enceinte de ma première fille. Oui, je l'ai, après, 2 ans après. Et puis, la vie est embellie, quoi. Ouais, avec tes filles? Oui, c'était bon. Super. Et donc ça, ce sont les débuts. Et ensuite, comment est-ce que les choses ont évolué? Eh bien, les choses ont évolué pas trop bien. D'accord. Pas trop bien parce que... Pourquoi c'est pas trop bien? Parce que quand on est jeune, on a des idées, on a envie de faire des choses dans la vie, et puis d'un coup, on se voit bloqué, on se pose plein de questions. Tout à l'heure, tu as parlé de l'ambition, justement. Tu as dit, quand on est jeune, on a plein d'idées, on a de l'ambition. Oui. Toi, à l'époque, quelle était ton ambition? Mon ambition, c'était de continuer mes études pour être anesthésiste. Mais arrivé ici, je pouvais pas. Je pouvais pas parce que j'avais pas de papier et puis mon mari n'avait pas les moyens de me payer des cours privés. Puis j'ai fait mes enfants et puis ça me consolait. C'était des rayons de soleil. Ouais. Et jusqu'à présent, ce sont des rayons de soleil. Ouais, je confirme. Des rayons de soleil. Et puis, on a démarré sur autre chose. On a dû laisser l'histoire des études, tout ça. Je suis restée quand même 8 ans sans les fameux papiers là. Et puis, entre-temps, je me suis retrouvée seule avec mes enfants. Mon ex-mari est parti. Oui, on réapprend à vivre. On a réappris à vivre. Ouais. Et ça, encore une fois, si tu le souhaites, est-ce que tu peux m'en dire plus? Tu vois, comment t'as réagi de manière assez courageuse, j'ai envie de dire, tu vois, à 32 ans, 33 ans? 33, je crois. Tu vois, 33 ans, tu vois, moi j'ai 31 ans, et tu vois, j'ai pas d'enfants. Et je me dis, si aujourd'hui j'avais des enfants, j'ai 2 enfants, et que du jour au lendemain, la personne avec qui je partage ma vie part, je sais pas du tout comment je le gérerais, tu vois. Et toi, t'es passé par là. Aujourd'hui, c'est quelque chose de, je pense, même si c'est encore douloureux, c'est passé. Et je pense que tu peux être fière, en tout cas, de ce que tu as fait. Eh bien, j'entendais mes parents disaient toujours, surtout ma grand-mère, on peut pas perdre le sac et le crabe. Alors, le sac, il est parti. Moi, je suis restée avec les crabes. Il faut en prendre soin. On peut pas tout perdre. J'ai fait des petits boulots, tout ça. Et la vie, du coup, était comment? Ça que j'allais te demander, parce que tu as déjà seule, tu me disais tout à l'heure, de quitter Haïti, venir en France,
être une sans-papier, faut quand même le dire, en France pendant 8 ans. Et en plus de ça, maintenant, de pas avoir le soutien que tu avais avant, comment est-ce que quel nouveau état d'esprit t'avais? Et tu vois, tu me disais tout à l'heure, on m'a proposé de travailler chez McDo, mais c'était pas pour moi parce qu'effectivement c'était à ce moment-là, quand je suis arrivée, je pensais travailler. Quand je demandais du travail, on me dit d'aller chez McDo. Voilà. Et là maintenant, 33 ans du coup, avec tes 2 enfants, comment ça s'est passé? C'était très difficile au début, mais c'était très difficile. Après, quand j'ai dit que je dois donner à manger à mes enfants, je dois les habiller, tout ça, il y avait une dame qui me donnait beaucoup de bons pour aller faire les courses. J'allais souvent à la Croix-Rouge, Resto du Cœur, Secours catholique. C'était mes jardins, de toute façon. Ouais, c'était mes jardins. Et bon, on avait à manger. Parce que je me voyais pas trop belle pour aller chercher à manger à la Croix-Rouge, pour aller faire la queue, pour aller c'était à Bobigny, je crois. Il y avait un truc qu'on donnait à manger, j'allais tout le temps chercher, et puis j'avais souvent des bons, tout ça. Non, ça allait. Ça allait. Oui. Et tes premiers boulots, comment? Ah, mon premier boulot, c'était beau. Comment c'était? Raconte-moi tout. C'était beau parce que un samedi matin, je me suis levée avec les filles. J'ai dit, on va à la poste. On est parti à la poste. J'avais rien à la poste. Et puis, je regardais les gens. Pourquoi la poste, d'ailleurs? Pourquoi la poste? Parce que quand j'étais à l'école, on avait fait un dialogue, c'était sur la poste. Et puis, ça m'est venu à l'idée. J'ai dit, tiens, on va à la poste. Il fait chaud à la poste. Et puis, je suis arrivée avec une dame qui faisait la queue. Elle s'est retournée, elle m'a dit, madame, vous voulez travailler? J'ai dit, oui. Et puis, elle me dit, ok, demain dimanche, venez à l'arrêt de bus. Je vais vous accompagner chez quelqu'un. Je suis arrivée chez la dame avec elle. Elle m'a montré comment faire la toilette, tout ça. Bon. J'ai regardé, j'ai rien dit. Et puis, quand elle a fini de faire la toilette, c'était 50 francs heure. 50 francs heure. Ouais. Je sais même plus convertir en francs. Enfin, je sais pas. Voilà, c'était 50 francs. Bon. 8 francs? 8 euros? 8 oui, peut-être. Oui, 8 euros. Peut-être. Je sais plus. Et puis, elle a fini de faire la toilette, et puis la femme du monsieur, elle a regardé, elle a dit, mais, puisque vous êtes venu avec Gabriel, je vais lui donner 50 francs aussi. Ah, j'étais contente. Je suis partie à Fontenay, j'ai acheté à manger pour mes filles. On est arrivés. Puis, depuis, j'ai quand même gardé ce travail 50 francs, même pas dans 1 an. Ok. Et donc, ce que tu faisais, c'était de la garde d'enfants? Non, non, c'était la toilette de monsieur. D'accord. D'une personne âgée. Une personne âgée. D'accord, pardon. Ok. Et ensuite? Et ensuite, cette dame, elle a tout fait pour que je travaille avec elle. Elle a tout fait pour que je travaille avec elle parce que c'était pas déclaré quand elle me donnait les 50 francs. Et maintenant, elle aussi, elle avait besoin de l'aide. Elle a appelé une association pour lui dire à l'association qu'elle a besoin de quelqu'un. On lui a envoyé quelqu'un et moi, je pouvais plus y aller. Et cette dame, elle était partie en vacances et la dame m'a appelé. Je lui ai dit non, je peux pas venir parce que si la dame, elle est partie en vacances, je peux rester qu'un mois. Elle me dit non, c'est vous que je veux. Et elle a tout fait. L'association lui a dit non, elle a déjà quelqu'un. Elle a dit à l'association, eh bien, si vous voulez pas que je prenne madame, il n'y a aucun problème. Elle va travailler au noir. Eh bien, c'est de là que j'ai commencé à travailler. Et donc, c'est là que tu as été naturalisée? Non, la naturalisation, c'est autre chose. Ouais, d'accord. Et là, j'ai commencé à travailler. Et puis, grâce à cette association, j'ai trouvé plus de personnes. Mais c'était difficile. C'était difficile parce que il y a des gens gentils, il y a d'autres qui sont... Qu'est-ce qui était difficile? Est-ce que c'était difficile parce que j'étais toute petite, toute mince. Et quand on arrive chez les gens, il n'y a pas vraiment de matériel pour travailler. Il y a des personnes qui sont très fortes. Ah oui, donc tu les portais et tout? Très, très fortes. T'avais quel âge? 35? J'avais quel âge?
Même pas 35, oui. Ouais. Non, même pas. Même pas, ouais. Même pas. Et puis, quand j'étais fatiguée à un certain moment, les filles m'accompagnaient toujours parce que j'avais pas les moyens. Oui, j'allais te poser cette question. Comment elles faisaient les filles? Mais elles m'accompagnaient. Tout le temps. Donc, ouais, du coup, Elle m'accompagnait. Elle me disait toujours, il y a le bus, maman, il y a le bus. Elle courait. Mais dans ma tête, je dis, pourvu qu'elle ne tombe pas. Ouais. On allait travailler ensemble tout le temps, hein. Génial. Et donc, toi, à ce moment-là, quel était ton état d'esprit par rapport à tes rêves, en fait, que tu rêvais d'être anesthésiste, t'étais aide-soignante, et là, tu fais un job qui est différent un peu. À ce moment-là, comment tu le vis et est-ce que tu te disais, mon objectif, c'est quand même d'être aide-soignante ou tu... Non, je pense toujours, on est toujours dans le service, dans l'aide. Mm-hmm. C'est vrai, c'est à plus grande échelle, peut-être même pas. Comme ce que je souhaitais être, je ne le suis pas. Alors, je travaille toujours avec des personnes. Il y a toujours de l'amour. Du coup, à quel moment tu arrives dans les maisons de retraite? Je suis arrivée dans les maisons de retraite en 2002, je crois, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Peut-être avant. Il y a 20 ans quand même, oui. Je sais pas. Et puis, je gardais un petit. Mm-hmm. Il y avait une femme de ménage qui venait faire le ménage. Un jour, elle m'a dit que, mais madame, vous n'avez pas d'enfant? J'ai dit, oui, j'en ai 2. Elle dit, mais pourquoi vous venez garder l'enfant de l'autre? Il y a une maison de retraite juste à côté. J'ai dit, d'accord. Elle m'a donné l'adresse. Je suis partie avec le petit. Et là, j'ai été embauchée. Depuis, j'ai travaillé là-bas. Oui. Depuis, du coup, t'as pas changé de travail. Non. Et même dans la maison de retraite, la première maison de retraite que je travaillais, j'allais avec les filles parfois. Donc, les filles, en fait, elles ont connaissent une enfance où elles ont vu plein de métiers, quoi. Tout à fait. C'est génial. Et, tu vois, tout à l'heure, quand tu me parlais de, quand la dame voulait que ce soit toi qui travailles avec elle, moi, je pensais que c'était justement parce que tu as été naturalisée que tu pouvais le faire. Et du coup, est-ce que tu peux me raconter cette vie de, tu vois, on n'en parle pas assez, je trouve, des sans-papiers, par exemple. Il y en a beaucoup en France et en fait, on connaît pas leur vie, quoi. Et moi, j'aimerais que tu m'expliques un peu que c'est 8 ans. Oui. C'est vivre dans une société quand on n'a pas de papier, on est caché. On nous voit pas. T'as pas d'identité, quoi. Oui. Parce que, moi, ce que je disais, comme j'étais toujours propre, mes enfants étaient toujours propres, même dans les transports en commun, parfois je prenais des PV. Mais on me demandait jamais mes papiers. Parce qu'on était toujours très propre, tout ça. Il y a une chose qui m'avait fait rigoler. J'étais dans le bus. Et puis, j'avais pas de papier. C'était l'époque, j'avais pas de papier. Il y a un contrôleur qui est arrivé. Et elle m'a demandé votre titre de transport. J'avais le titre de transport de mon frère. Et puis, il m'a dit, d'accord, mais c'est pas vous. J'ai dit, mais c'est mon frère qui me l'a passé. Je peux pas y aller. Et puis, après, il m'a dit, comment vous vous appelez? Je lui ai donné mon nom. Il a dit, ah bon. Il a écrit nationalité française. Il m'a même pas demandé les papiers, rien du tout. Même, par exemple, quand mes filles sont sur la carte de sécu de mon mari, moi, j'en ai pas. De mon ex-mari, moi, j'en ai pas, tout ça. On n'existe pas. On n'existe pas. Du coup, donc, pendant 8 ans, tu me dis, t'as pas de carte de séjour. T'as pas de papier, en fait. T'as pas de papier d'identité qui montre qu'en fait que tu existes sur le sol français. Je suis une personne, quoi. Ouais, une personne sur le sol français. Et donc, après, t'as une carte de séjour, c'est ça? Oui. Une carte d'1 an, renouvelable d'1 an. Et du coup, comment ça se passe? Tu vas à la préfecture tout le temps? Oui. Raconte-moi. Eh bien, surtout à Bobigny, c'était très dur, hein. Il faut aller tôt. Parfois, on tombe sur des gens très, très accueillants qui peuvent expliquer et d'autres qui n'ont même pas le temps de regarder quoi que ce soit. Et puis, je me rappelle une fois, il y a une dame qui m'a presque insultée parce que qu'est-ce que je viens faire là? Je suis française. J'ai dit, mais je suis pas française. Elle me dit, mais Haïti est français. J'ai dit, non, mais Haïti n'est pas français, madame. Ouais, c'est plus la colonie, ouais, c'est fini. Mais dit, je vous dis Haïti est français, qu'est-ce que vous... J'ai dit, mais madame, est-ce que je peux parler? Haïti n'est pas français. Et la dame, elle m'a pas servi.
Parce qu'Haïti était français. Dans sa tête, Haïti est français. Ouais. Pourquoi je suis là? Elle est restée dans l'air d'antan, quoi. Pourquoi je suis là? Mais après, il y a des gens que moi, à un certain moment, comme il y a des gens qui parlaient qu'on peut prendre des avocats, tout ça, j'avais même pensé à prendre un avocat. Mais il y a un agent de la préfecture qui m'a fait dire, c'est pas la peine. Parce que ce que vous êtes venu faire, c'est la même chose que l'avocat va venir faire. C'est prendre des renseignements, prendre des rendez-vous. C'est pas la peine d'aller gaspiller votre argent, madame. Après, quand Jospin était premier ministre, je crois, quelque chose comme ça, c'est lui qui nous a donné les papiers, tout. J'étais toute contente, toute heureuse. Et ma fille, quand on parlait à la télé, là, des sans-papiers, elle m'appelait toujours pour me dire, maman, il y a les sans-papiers. Combien il te manque? Et du coup, toi, maintenant, tu faisais plus partie de la team des sans-papiers. C'était bon. Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie d'avoir des papiers? Est-ce que ça a changé quelque chose radicalement ou? Oui, ça a changé des choses parce que ça m'a permis vraiment d'être indépendante. Comment? Pour avoir un travail? Pour avoir un travail, pas une personne assistée quand même. Parce que j'ai fait pas mal de petits boulots avec mon papier. Comme je vous dis, j'étais toujours partout, aller femme de compagnie, aller faire des heures de ménage, aller faire des heures de repassage. C'est grâce à mes papiers. Ouais. Ton métier d'aide-soignante. Donc, tu me dis que tu travailles en maison de retraite depuis maintenant plus de 20 ans. Quelles sont les missions d'une aide-soignante? Qu'est-ce que tu fais, en fait, quand tu arrives au boulot? C'est quoi quelles sont tes missions? Wow. Les missions d'une aide-soignante. Journée type. Ouais, journée type. T'as compris ma question, c'est parfait. On doit, quand on arrive dans une maison de retraite, on doit ouvrir les portes pour voir dans quel état sont les résidents. Parce qu'il y en a qui peuvent faire des choses, il y en a qui peuvent pas faire des choses aussi. On fait les soins, après les soins, il y en a qui peuvent manger dans leur lit, il y a d'autres, il faut les aider, et d'autres qui peuvent aller dans la salle commune pour manger. Et après, on peut faire des transmissions, on fait faire des transmissions à l'infirmière, des animations. Et puis, c'est comme, ils sont chez eux. Ils ont des demandes aussi. Les personnes âgées, bien sûr. Oui, elles ont des demandes aussi. On répond aux besoins des personnes âgées. Ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Bien sûr. Ouais. Et qu'est-ce qui est le plus dur dans ton métier? Le plus dur, c'est que on doit pas prendre l'habitude de s'attacher. Ouais. Parfois, on regarde, on les aime bien, on a bien envie de leur faire un gros câlin. Ouais. Mais non. Professionnellement, non. Je te retiens, quoi. Ouais. Professionnellement, c'est très dur, hein. C'est très, très dur. Quand t'étais, du coup, en Haïti, tu faisais ça? Qu'est-ce que t'aimes dans ce métier? Ce métier-là, je pense que je le fais aussi pour rendre hommage à ma mère. Parce que quand ma mère était malade, j'avais pas le temps. J'étais à l'école pour du grand service. C'était toujours les autres, et puis par amour, par amour de l'autre, le bien-être de l'autre. Je le sais, mais tu vas en parler. Tu fais aussi d'autres missions qui sont pas dans le cadre de ton travail d'aide-soignante, tout court. Est-ce que tu peux m'en parler? Parce que je trouve que, tu vois, on a chacun sa fiche de poste, ce qu'on peut faire. On nous dit, voilà, t'es payé pour ça, hein, et tu le fais. Du coup, c'est le contrat social entre nous et l'entreprise. Mais ensuite, il y a plein de choses qu'on peut faire à côté. Et toi, je sais que tu en as fait. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Mais je pense que tous les jours, on fait un peu plus. Quand on dit on arrive au travail de telle heure à telle heure, quand on quitte son travail, un peu plus tard que l'heure qu'on nous dit de quitter, c'est parce qu'on donne un peu plus quand même. Bien sûr, oui. Parce que après le travail, rester avec une personne âgée, l'écouter, parler, mon travail est terminé à telle heure. Mais quand je lui donne 10 minutes de plus, ça c'est moi qui lui donne, c'est ma personne que je lui donne. Bien sûr. Et puis, pour les animations, oui, on fait des animations. Et on fait des animations, par exemple, chaque été. Même ceux qui travaillent ou bien qui ne travaillent pas.
et la direction organise des fêtes. Nous, on va participer avec eux, même si on travaille, même si on ne travaille pas. Et il y a une animation qui m'est restée dans la tête, c'était l'amie de ma première fille qui m'avait proposé, et puis j'ai proposé à la directrice, sur mon jour de repos, on a organisé une journée, c'était le 14 février. D'accord. Jour des amoureux. Ouais. Oh là là, c'était trop beau. C'était trop beau. C'est vrai. Qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, il y avait des jeunes. Donc, cette animation, à destination des personnes âgées. Oui. Et c'était avec qui? C'était avec des influenceurs, il me semble, c'est ça? Oui, qui sont très connus sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, l'idée, c'était, enfin, si je comprends bien, juste pour les auditeurs aussi, pour qu'ils suivent mieux. Donc, ce sont des influenceurs donc, tu as une amie d'Izar, on va le dire. Raja, on va la nommer aussi. Raja, que je cite aussi sur un autre podcast, dans l'épisode 31. Oui, donc Raja avait une initiative, et c'est elle, du coup, qui a ramené les influenceurs pour sensibiliser les personnes qui les suivent, hein, parce que les influenceurs sur les réseaux sociaux, sur la solitude des personnes âgées. Oui. Et toi, c'est ce que tu vis au quotidien, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et ce jour-là, les personnes âgées étaient très contentes, très, très contentes parce que c'était le jour de la Saint-Valentin. En plus. Elles avaient du chocolat. Ouais, des fleurs. Des fleurs. Et puis de beaux jeunes hommes, de belles jeunes filles. Les influenceurs, ça va. Souvent, ça va rien dire en plus. D'accord. Non, c'est nul, ça, je vais couper. Ça trouve, ils sont moches, c'était qui? Non, ils étaient beaux. Ils étaient beaux. Mm-hmm. Et donc, toi, t'as permis cette opération-là. Oui, j'en avais parlé à ma directrice. Et donc, t'en as parlé, et toi, t'es partie voir ta directrice pour dire, j'aimerais bien qu'on mette ça en place. Tout à fait. Et quel a été le ressenti des influenceurs? Parce que tu vois, je pense que c'était un événement fort. Mm-hmm. Je connais pas du tout la vie des retraités en maison de retraite. D'après toi, qu'est-ce qu'ils ont retenu de cette journée, qui, faut le dire, qui est vraiment intergénérationnelle, hein, entre des jeunes influenceurs et des personnes âgées qui ont connu la société d'avant, qui connaissent pas les réseaux sociaux, et du coup, on mixe des mondes tout à fait différents et des profils différents. Oui, il y en a qui, ils étaient très émus parce que la société des personnes âgées, on rencontre que dans les maisons de retraite. Mm-hmm. Et que dans les maisons de retraite, non, il y a des personnes âgées bien valides. Oui. Les jeunes, quand ils étaient arrivés, ils étaient émus de voir des personnes en fauteuil roulant, des gens qui ont travaillé toute leur vie, des gens qui nous ont légué des choses et qui nous ont apporté aussi. Mm-hmm. Et toi, qu'est-ce qu'on a pensé? Pour moi, je dis c'était bien. C'était bien parce que moi, je vis avec les personnes âgées. Oui. Mais les jeunes qui étaient venus, il y en a beaucoup qui connaissaient pas parce qu'ils étaient, à la fin, il y en avait qui étaient en pleurs, qui se posaient des questions. Et les personnes âgées aussi qui, peut-être par manque d'amour, par solitude, qui les embrassaient, qui faisaient des bisous. Il n'y avait pas encore le Covid, bien entendu. J'imagine. Ouais. Ils chantaient avec eux, ils dansaient, tout ça. Non, mais c'était vraiment intéressant, mais c'était obligé de terminer aussi. Hein. Ah oui, c'est clair. Enfin, je trouve que c'est intéressant aussi de revenir sur ça parce que, tu vois, toi, tu travailles, c'est ton quotidien d'être à côté des personnes âgées qui ont... Même si c'est mon quotidien, parfois, ça nous renvoie l'image, hein. Oui. Ça nous renvoie l'image. Parfois, on reste de loin, on regarde un petit peu, on dit, c'est notre miroir de demain, par contre. Ouais. Et ça te fait quoi? Et puis, à ce moment-là, ça me fait quoi? D'aller vers elle. Qui va prendre soin de nous? Comment on sera? Plus tard, ouais. On n'a qu'à se rapprocher d'eux et puis regarder bien, parler, essayer de comprendre. Mais il n'y a pas de réponse. C'est la vie. Et on t'en a parlé en filigrane de tes filles. Quelles sont les valeurs que tu as voulu leur transmettre? Et pourquoi? On va quand même le dire, je connais ta fille. Je la connais bien, Isa. Elle me disait que quand elles étaient jeunes, elle et sa sœur, tu leur disais, votre premier mari, c'est votre diplôme. Votre diplôme, c'est votre métier. Oui, c'est ça. Pourquoi? Tu peux m'en dire plus, ouais. Pourquoi? Parce que ma mère me le disait aussi. Mm-hmm. Ma mère me le disait et aujourd'hui, je confirme. Je confirme parce qu'on peut se séparer. Mais on a toujours son métier. Il y a des moments dans la vie, on se lève, on est triste, on va au travail, on rencontre d'autres personnes, on oublie. Mm-hmm. Et avec ce métier, on a quelque chose
pour soi. Tout peut passer. Tout peut passer. Mais ce que tu as, le métier, moi j'appelle, c'est une rencontre dans la vie. Et cette rencontre, elle va jamais laisser la personne qui sait l'accueillir. Mais du coup, ça veut dire que le métier, il faut aussi qu'il fasse sens pour toi. Ben oui. On n'apprend pas un métier parce qu'on a envie d'apprendre un métier. Ouais, je vois. Non, parce qu'en fait, enfin, si tu veux, tout le sujet de ce podcast, c'est justement ça, le sens de la réussite, c'est de savoir dans quoi tu te sens vivant. Tu vois. Toi, quand je te vois, de ce que tu me racontes, tu te sens vivante auprès des personnes âgées. C'est quelque chose qui fait sens pour toi. Et il y a 2 ans, tu as repris tes études. D'aide-soignante, oui. Ouais. Pourquoi? Parce qu'après 20 ans de carrière, pourquoi la nécessité de reprendre tes études? Pourquoi c'était important pour toi? Bon, il faut que je te dise, j'ai déjà un diplôme d'AMP, aide médico-psychologique. D'accord. Qui me permettait de travailler à la maison de retraite. J'ai fait une formation d'aide-soignante. Il y a 2 ans de ça. Pour valoriser mes acquis. Et du coup, et ça, c'était important pour toi? Oui, c'était très important pour moi. Il faut que je dise aussi, quand j'étais en Haïti, je travaillais comme aide-soignante. Et puis, travailler en maison de retraite, on n'a pas toujours les mots techniques. Ah oui, d'accord. On n'a pas toujours les mots techniques comme à l'hôpital. Ouais. Ça m'a permis de reprendre mes mots techniques, de mieux te professionnaliser, quoi. Voilà. Voilà, oui. Et j'ai appris d'ailleurs que t'étais majeure de ta promo. Eh oui, j'étais majeure. C'est génial. À 55 ans en plus, hein. À 55 ans. Oui, 55 ans. T'as 55 ans. Tu les fais pas, hein. Du coup, t'as plus, là. T'as 57 ans. Oui. Incroyable. Black don't crack. Je le disais tout à l'heure, je connais bien tes 2 filles. Oui. Elles ont toutes les 2 fait de grandes études. Et la question que je me posais, c'est quelle a été ta vision de leur réussite quand ils étaient plus jeunes? Est-ce que l'école, c'était important pour toi? Et si oui, pourquoi? Oui, c'était très important pour moi, l'école. Comme je dis toujours, on vit dans une société où l'on doit quand même savoir lire, écrire et surtout avoir un diplôme pour présenter, pour trouver du travail. Parce que on regarde pas vraiment ce qu'on peut faire de soi-même, mais plutôt c'est le papier qui parle. Pour la personne qui présente ce papier qui est le diplôme, qui ouvre des portes au travail. Bien sûr. Et donc pour toi, c'était important? Oui, c'était important. Et comment ça se matérialisait, tu vois, parce que, enfin, ces 2 filles de qu'on fait Sciences Po, des études qui sont exigeantes, qui nécessitent beaucoup de travail. Oui. Comment ça s'est passé? Parce que tu vois, tu l'as dit tout à l'heure, mais elle t'accompagnait beaucoup dans tes différents jobs, tu vois. Donc ça veut dire que c'était dans d'autres milieux qui sont pas forcément les milieux qui sont valorisés dans ces grandes écoles-là. Comment tu rattrapais ce retard? Tu vois, par exemple, enfin, ce retard, s'il y en a eu, hein, je sais pas s'il y en a eu, mais comment ça se passait? Est-ce qu'il y a eu des retards? Je pense pas. Parce qu'elles ont une scolarité, j'ai pas dit facile, mais il y avait pas de problème. Oui. Mais du coup, dans cette difficulté-là, c'était quoi? Qu'est-ce qui n'était pas facile? Parce que je pense pas que c'est leur intelligence. Ça, je n'en doute pas du tout. Eh bien, à un certain moment, je pouvais plus les suivre. Je les accompagnais. D'accord. Ouais. Je pouvais plus les suivre, je les accompagnais, par exemple. Quand, je me rappelle ma deuxième, quand elle était, je l'avais mise à l'école privée, hein. Quand elle passait des nuits blanches, j'étais là. Je disais, qu'est-ce que je fais à ma fille? Qu'est-ce que je fais à ma fille? Et après, bon, elle avait pris l'habitude et ça a recommencé avec ma première quand elle était à Sciences Po. Eh bien oui, je pouvais pas l'aider. Vous étiez là. Mais je pouvais pas l'aider dans ses études, mais je l'accompagnais. Pour qu'elle ait un soutien, quoi. Voilà, elle avait un soutien. Et c'était encore pareil pour la deuxième. Je soutenais tout le temps. Et aujourd'hui, les études, comme tu dis, c'est un diplôme, c'est un papier, mais est-ce que c'est suffisant? Non, je pense pas. Ok. Qu'est-ce qu'il faut d'autre, du coup? Ou qu'est-ce que tu penses qu'il faut d'autre? Il faut se connaître, avoir la fierté et essayer de comprendre aussi, de ne pas oublier d'où l'on vient. Et où l'on veut aller aussi. Et tu vois, enfin, on peut penser qu'il y a un contraste entre, tu vois, ce que tu me racontais tout au début, en étant toute seule, en faisant des petits boulots, etc. Je pense que dans l'imaginaire des gens, en voyant une femme comme toi, avec ses 2 enfants peut-être,
disons, cette dame-là ne connaît même pas Sciences Po ou ne connaît même pas les grandes études, ou ses enfants vont faire comme elle parce qu'elle voit ce que fait leur maman, tu vois. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Oui, les enfants, ce que fait la maman. Mais est-ce que les enfants savaient aussi ce qu'il y avait dans la tête de la maman? Oui. Il y a ça aussi. Comme j'ai dit que je viens d'un autre pays, je voulais être. C'était déjà quelque chose. Mais j'ai pas dit que les filles ont étudié pour moi. Non, bien sûr. J'ai expliqué des choses, peut-être à travers mes paroles. Elles ont compris certaines choses qui les ont poussées à étudier. Bon, la question était quand les gens me... Je voulais juste avoir ton regard sur les préjugés ou les stéréotypes que les gens peuvent avoir en voyant, tu vois, on en voit plein dans la rue, des femmes avec leurs gosses. On se dit, ces gens-là, ils sont d'une certain milieu social, ils vivent dans tel quartier. Oui. Du coup, ils ont pas d'ambition, ils ont une autre vision de la réussite qui est différente. Enfin, bref, il y a plein de stéréotypes. Et ce que j'aimerais savoir, c'est toi, ton ressenti sur ça et comment en fait casser ces préjugés-là. Et toi aujourd'hui, t'as tes filles qui sont, on peut le citer, Isar, elle est chez L'Oréal, dans un poste de leadership, de manager. Ton autre fille est professeure. Je pense que peu de gens vont penser que si on retourne 20 ans en arrière, cette dame qui avait ses 2 filles qui couraient, qui allaient dans les maisons de retraite, avait cette ambition-là pour ses filles ou que ses filles deviendraient ça. Tu vois, en fait, tu casses le déterminisme social, en fait. Tout à l'heure, je disais que j'accompagnais les filles dans leurs études. Je pense que les filles m'ont accompagnée et je leur ai rendu ce qu'elles avaient fait pour moi. Les filles m'ont toujours soutenue depuis toute petite. Je me rappelle, les filles étaient toutes petites quand on dormait et elles me disaient, maman, on va prier, Dieu va te donner de l'argent. Trop mignon. Oui, tous les courriers que les filles m'ont fait depuis qu'elles étaient toutes petites, ils sont tous là, hein. Ils sont tous là. Il y a même pas un mot méchant. C'était toujours, on a envie d'aller vers l'avant. C'est-à-dire, nous trois, on a fait la route ensemble. On a fait la route ensemble, on se soutenait. Et je pense que c'était une force. Bien sûr. C'est une force. Complètement. Qu'est-ce que la réussite pour toi? Question piège. Ah, c'est pas une question piège. La réussite pour moi. Bon, on vit en société, on n'a pas le droit de tout faire, mais parfois, on a le choix de faire certaines choses. Quand on peut faire des choses qu'on veut, c'est déjà la réussite. Et la réussite, c'est pas pareil pour tout le monde. Moi, ma réussite, c'est la tranquillité. C'est la tranquillité. Et quand je vois mes filles qui sont épanouies, ça me fait plaisir. Pour moi, c'est la réussite aussi. Quelle est la leçon de vie que tu as pris le plus de temps à apprendre? Et de ne pas trop compter sur les autres. N'attends pas que l'autre dise que c'est bien, c'est pas bien. Bien sûr, on peut demander des conseils. Ce que tu veux dire, c'est en gros de se faire confiance. Oui, de se faire confiance. Pas trop dépendre des autres, mais de se faire confiance pour prendre ses propres décisions. Tout à fait. Quelle est la valeur qui est la plus importante pour toi? Le respect, être à l'écoute, savoir se taire. Et l'humilité, oui. L'humilité. Super. Est-ce que tu as un livre qui t'a marqué dans ta vie et que tu aimerais nous partager? La Bible, oui. La Bible? Ok. Pourquoi? Parce que c'est une source de vie, de leçons, de compréhension, de pardon et d'amour. Super. Comment est-ce que tu progresses? Je progresse personnellement en acheminant, en priant, aller à l'église et faire mes pèlerinages. Très bien. Est-ce que tu as un mot de la fin? Quelque chose que tu aimerais ajouter qu'on n'a pas évoqué, qui te tient à cœur, que tu aimerais partager aux auditeurs? Oui, apprenons à pardonner et à faire confiance. Et se faire confiance. Et se faire confiance. À faire confiance et se faire confiance. Super. Souvent, je pose la question à mes invités, d'où est-ce qu'ils peuvent être joints par les auditeurs. Et pour toi, t'as de la chance d'avoir une assistante personnelle qui est géniale, qui est ta fille, Isar. Donc, je mettrai l'Instagram d'Isar et comme ça, les personnes qui sont intéressées pourront te contacter. Voilà. Oui, je veux bien. Super. Si ça peut rendre service à quelques personnes, pourquoi pas? Ouais, totalement. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci, Enger. C'était vraiment très cool. Moi, j'ai adoré ce moment. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi?
Oui, c'était un bon moment. Ça m'a fait revivre des choses aussi. Ah ouais. Tu vois, Enfin, je trouve que c'est intéressant, en tout cas, de partager ton témoignage. Ce sont des histoires qu'on entend peu et qu'il faut plus valoriser, à mon sens. Mais si tu m'avais pas dit que c'était un truc parler comme ça, je pouvais parler mieux parce que... Coupez, on arrête. Merci pour votre écoute. Vous trouverez toutes les références dont on a parlé sur le descriptif de l'épisode et sur le site www.gatemery.com. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux, Instagram sur le pseudo @gatemery ou bien sur LinkedIn en me contactant directement Nguersar, N'_Geursa2R. Je serai ravie de vous lire. En fait, les 1 an, je lance la newsletter de Gatemery, intitulée Les découvertes de Gatemery, dans laquelle je partage mes trouvailles pour vous faire réfléchir, pour vous faire progresser et pour vous faire voyager en un temps très court, parce que c'est une newsletter très concise à lire comme une lettre à la poste. Et comme tout anniversaire mérite un cadeau, je vous ai préparé une checklist dans laquelle j'ai synthétisé les 7 points communs de mes invités, aussi hétéroclites soient-ils, que je vous enverrai dans la newsletter du vendredi 24 septembre. Donc si vous la voulez, ne tardez pas à vous inscrire à la newsletter. J'ai mis le lien en référence de l'épisode. Enfin, aidez-moi à promouvoir tout ce travail sur Apple Podcast en me mettant un avis ou une note. Ça m'aide beaucoup pour la visibilité. Si vous n'avez pas Apple, il n'y a pas de problème. Partagez le podcast à vos amis, vos collègues sur les réseaux sociaux. Ça m'aide énormément. N'oubliez pas de vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas rater les prochains épisodes. Portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Gatemery.